À 9h42 du matin, le 14 juillet 1944, le lieutenant de première classe, Evald Swanson, était assis dans le cockpit d'une forteresse volante, B-17G, surnommée Mispa, observant les nuages noirs de flak exploser dans le ciel au-dessus de Budapest. 24 ans, 17 missions de combat, 0 marge d'erreur. La Luftwaffe avait positionné plus de 288 canons de flak autour des gares de triage en contrebas, et ils tiraient tout. Le B-17 de Swanson faisait partie d'une formation de 60 appareils du 483e groupe de bombardement en provenance de Sterparon, en Italie. La mission était simple sur le papier, frapper la raffinerie de pétrole Shell et les gares de triage au cœur de Budapest, contrôlées par les Allemands. Couper les lignes d'approvisionnement alimentant le front de l'Est, rentrer à la maison. Mais en juillet 1944, les équipages de bombardiers de la 15e force aérienne connaissaient les statistiques. Sur 10 hommes qui montaient dans un B-17, 8 ne rentreraient pas chez eux. Certains mourraient, certains seraient capturés, certains disparaîtraient simplement. La formation avança à travers le rideau de flak. Les obus éclataient en bouffées noires qui pouvaient redéchiqueter l'aluminium comme du papier. Mispa fut touché dans la section de queue, puis dans les ailes. Des éclats d'obus percèrent des trous dans le fuselage, mais le bombardier resta en formation. Derrière Swanson, l'équipage tenait ses positions. Le lieutenant de 2e classe Paul Burnt était assis au siège de copilote. Le lieutenant de 2e classe Kenneth Dudley occupait le poste de bombardier dans le nez. Le lieutenant de 2e classe, Joe Henderson, naviguait depuis le compartiment à côté de lui. 8 autres hommes étaient postés dans tout l'appareil. Opérateur radio, mitrailleur, le mécanicien de bord. À quelques secondes de la cible, Dudley largua la charge de bombes. 2 tonnes d'explosifs puissants tombèrent vers les gares de triage en contrebas. Le B-17 bondit vers le haut alors que le poids tombait. Puis un obus de 88 mm frappa le nez de l'appareil. L'explosion fut instantanée. Toute la section avant de Mispa se vaporisa. Le compartiment du nez, le poste de bombardier, la position du navigateur, le viseur de bombardement Norden, les panneaux en plexiglas, tout ce qui se trouvait à l'avant du cockpit cessa simplement d'exister. Dudley mourut instantanément. Henderson mourut instantanément. L'onde de choc déchira ce qui restait de l'appareil. La structure métallique qui avait abrité 2 hommes et des milliers de livres d'équipement avait disparu. Le centre de gravité se déplaça vers l'arrière. Sans poids dans le nez, Mispa se cabra dans une montée presque verticale. Le bombardier commença à décrocher. Swanson pouvait voir le ciel là où auraient dû se trouver les instruments. L'air froid à 30 000 pieds hurlait à travers la cavité ouverte. La température était de 40 degrés en dessous de zéro. Le vent déchirait sa combinaison de vol. Le sang de l'explosion recouvrait le poste de pilotage. À travers la brèche où se trouvait le nez, Swanson pouvait voir la formation continuer vers le point de ralliement. Il n'y avait pas de manche à balai. Le joug qui se connectait au système de commande de vol avait été monté sur la structure avant. Cette structure n'existait plus. Il n'y avait pas d'instrument. Le panneau avait été fixé à la section du nez. Cela aussi avait disparu. Swanson n'avait pas d'indicateur de vitesse, pas d'altimètre, pas d'horizon artificiel, aucun moyen de savoir ce que faisait l'appareil sauf au toucher et en regardant l'horizon à travers le trou massif devant lui. Mais les câbles de commande étaient toujours là. Les câbles d'acier qui couraient du cockpit à travers le fuselage jusqu'à la gouverne de direction, aux gouvernes de profondeur et aux ailerons. Ils étaient exposés maintenant, pendant dans le vent, mais ils étaient intacts. Swanson força le nez du B-17 vers le bas. Il ne savait pas comment. Il n'y avait rien à pousser, rien à tirer. Mais d'une manière ou d'une autre, il remit l'appareil à niveau. D'une manière ou d'une autre, il le remit en formation lâche avec le groupe. Le bombardier aurait dû être impossible à piloter. Les ingénieurs de Boeing avaient conçu le B-17 avec une stabilité inhérente, mais aucun ingénieur n'avait prévu cela. Aucun manuel ne couvrait le pilotage sans cockpit. La seule chose qui maintenait Mispa en l'air était la physique et le désespoir. Si vous voulez voir comment l'équipage de Swanson a tiré ses câbles nus pour rester en vol, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à partager davantage d'histoires oubliées. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Retour à Swanson.
Derrière lui, les membres survivants de l'équipage commencèrent à avancer. L'opérateur radio, le mécanicien de bord. Ils pouvaient voir les câbles exposés traversant la soute à bombe. Ils pouvaient voir le vent déchirer l'appareil. Ils comprirent ce qui devait se passer ensuite. Plus de 200 canons de flak tiraient encore. La formation était toujours en territoire ennemi et un autre obus était sur le point de frapper le moteur numéro 2. Le deuxième obus de 88 mm frappa le moteur numéro 2 à 9h44. Le moteur radial cyclone droit explosa dans une gerbe d'huile et de fragments métalliques. Des flammes se propagèrent le long de la nacelle intérieure sur l'aile gauche. L'hélice tourna à vide pendant 3 secondes, puis se bloqua. Le moteur numéro 2 était mort, mais Spa avait maintenant 3 moteurs au lieu de 4. Le bombardier commença à perdre de la vitesse. La formation prenait de l'avance. Sans les instruments du cockpit, Swanson n'avait aucun moyen de mesurer à quelle vitesse il prenait du retard. Le sergent technique Frank Gmanzi, le mécanicien de bord, se fraya un chemin vers l'avant depuis la position de la tourelle supérieure. Il put voir le problème immédiatement. Les câbles de commande traversaient le fuselage en faisceau, câbles de gouverne de profondeur, câbles de gouverne de direction, câbles d'aileron. C'étaient des câbles d'acier, chacun d'environ 3/8 de pouce de diamètre. Normalement, ils étaient enfermés dans des poulies et des guides cachés derrière des panneaux et des structures. Maintenant, ils étaient complètement exposés. Le vent les tirait. Sans quelqu'un pour tenir physiquement le câble stable, l'appareil deviendrait incontrôlable. Le sergent d'état-major George Simelli remonta du compartiment radio. Le sergent d'état-major Robert Bell avança depuis la position de mitrailleur de taille. Ils se positionnèrent pourtant près de la soute à bombe où les principales courses de câbles étaient visibles. Il n'y eut pas de discussion, pas de débat. La situation était évidente. Quelqu'un devait tenir ces câbles. Quelqu'un devait les tirer quand Swanson avait besoin d'une commande. Le problème était la coordination. Swanson était assis dans ce qui restait du cockpit à 40 pieds vers l'avant. L'équipage se tenait dans la zone de la soute à bombe. Le système d'interphone était endommagé. La communication serait presque impossible. Swanson essaya de bouger les pédales de gouverne de direction. Rien ne se passa. Les pédales étaient toujours attachées au plancher, mais les câbles qu'elles actionnaient, normalement, étaient maintenant ballottés par un vent de 300 miles à l'heure. Il essaya les manettes des gaz. Les moteurs 1, 3 et 4 répondirent. C'était quelque chose. Mais sans contrôle sur les surfaces de vol, le B-17 finirait par sortir de la formation en spirale et plonger. Ou pire, il se cabrerait à nouveau, décrocherait et entrerait en vrille. Dans tous les cas, tout le monde mourrait. L'équipage commença à tirer. Ils enroulèrent des sections de câbles autour de leurs mains pour avoir une prise. L'acier était froid, ils coupaient leurs gants. Quand ils tiraient à gauche sur le câble de gouverne de direction, le nez de Mispa se déplaçait à gauche. Quand il tirait à droite, il se déplaçait à droite. Les gouvernes de profondeur fonctionnaient de la même manière. Tiré en arrière, le nez montait. Relâché, il descendait. Le problème était que chaque commande devait être parfaitement synchronisée. Trop de pression et l'appareil réagirait excessivement. Trop peu et rien ne se passerait. Et il faisait cela sans voir ce que Swanson voyait, sans savoir quelle correction il avait besoin. Sans instrument ni indicateur. Mispa continuait à prendre du retard sur la formation. Les autres B-17 maintenaient leur vitesse de croisière, se dirigeant vers le sud-ouest en direction de l'Adriatique. Le bombardier de Swanson était plus lent maintenant. La traînée de la section de nez manquante était énorme. Le moteur détruit signifiait moins de puissance, et la formation n'attendait pas. Elle ne pouvait pas attendre. Chaque minute au-dessus de la Hongrie signifiait plus d'exposition aux chasseurs et aux flak. La procédure standard était claire. Les appareils qui ne pouvaient pas maintenir la vitesse de formation étaient laissés derrière. À 9h46, Mispa était seul. La formation était à 1 mile devant, puis 2 miles. Swanson pouvait les voir au loin. Un groupe de formes sombres contre le ciel d'été. Son propre appareil perdait de l'altitude, pas rapidement, mais régulièrement. Ils avaient dit d'arrêter à 30 000 pieds au-dessus de la cible. Maintenant, ils étaient à 29 000, puis 28. L'équipage continuait à tirer les câbles, leurs mains se crispaient. Le froid était brutal. La circulation sanguine était coupée par la pression de l'acier contre leurs paumes, mais ils continuaient à tirer. La situation du carburant était inconnue.
Les jauges avaient disparu avec le tableau de bord. Swanson n'avait aucune idée de la quantité d'essence restant dans les réservoirs d'aile. Il n'avait aucune idée de combien de temps 3 moteurs pourraient les maintenir en l'air. Il n'avait aucune idée s'ils allaient même dans la bonne direction. La navigation nécessitait des instruments. Elle nécessitait une carte. Elle nécessitait le navigateur qui était maintenant mort quelque part au-dessus de Budapest. Tout ce que Swanson savait, c'était sud-ouest, voler vers le sud-ouest, sortir de Hongrie, survoler la Yougoslavie, atteindre l'Adriatique, atteindre l'Italie, rentrer à la maison. Puis l'équipage dans la soute à bombe commença à agiter frénétiquement vers l'arrière de l'appareil. Swanson ne pouvait pas se retourner pour regarder. La pression du vent à travers la cavité ouverte du nez rendait tout mouvement dangereux. S'il se détachait du siège du pilote, il pourrait être tiré vers l'avant et hors de l'appareil. Il resta verrouillé en position, regardant l'horizon, essayant de maintenir les ailes à niveau, mais l'équipage continuait à agiter. Quelque chose n'allait pas dans la section arrière, quelque chose au-delà du nez manquant, au-delà du moteur mort, au-delà des câbles de commande exposés. Le sergent d'état-major Charles Tucker, le mitrailleur de queue, était à son poste quand le nez avait explosé. La section de queue était l'endroit le plus isolé d'un B-17, un petit compartiment tout à l'arrière du fuselage, accessible uniquement en rampant à travers la zone des mitrailleurs de taille à 4 pattes. Tucker avait senti l'impact, il avait senti l'appareil se cabrer violemment. Il l'avait senti se stabiliser, mais maintenant il sentait autre chose. La structure de queue fléchissait. La charpente métallique qui maintenait le stabilisateur vertical et les stabilisateurs horizontaux bougeaient d'une manière qu'elle ne devrait pas bouger. L'explosion avait créé des fissures de contrainte quelque part dans le fuselage où des éclats d'obus avaient affaibli des éléments de support critiques. Dans tous les cas, la section de queue commençait à céder. Si la queue se détachait, tout le monde mourrait instantanément. Un B-17 sans queue entrerait dans une vrille irrécupérable. L'appareil culbuterait bout à bout jusqu'à ce qu'il se désintègre ou touche le sol. Il n'y aurait pas de temps pour sauter en parachute, pas de temps pour réagir. L'équipage dans la soute à bombe comprenait cela. Ils pouvaient voir la position du mitrailleur de queue à travers le fuselage. Ils pouvaient voir la structure bouger et ils n'avaient aucun moyen de la réparer. Mispa était maintenant à 26 000 pieds, toujours en descente, toujours se dirigeant vers le sud-ouest. Swanson estima qu'il volait sans cockpit depuis 4 minutes, peut-être 5. Chaque seconde semblait durer 1 heure. Le bruit du vent était assourdissant. Le froid pénétrait chaque couche de sa combinaison de vol. Ses mains sur les manettes des gaz s'engourdissaient, mais les manettes des gaz étaient les seules commandes qu'il lui restait. La puissance du moteur était la seule chose qu'il pouvait ajuster sans l'aide de l'équipage tirant les câbles dans la soute à bombe. Le lieutenant de 2e classe, Paul Burnt, le copilote, était toujours à son siège. Son manche à balai avait disparu aussi. Ses instruments avaient disparu, mais il surveillait les ailes, surveillait les moteurs, surveillait les chasseurs. Les Messerschmitt 109 allemands et les Focke-Wulf 190 chassaient les bombardiers solitaires. Un B-17, endommagé et séparé de sa formation, était une cible facile. Pas de puissance de feu défensive des appareils voisins, pas de soutien mutuel, juste un bombardier estropié perdant de l'altitude en territoire ennemi. Mais jusqu'à présent, aucun chasseur n'était apparu. La Luftwaffe était soit engagée d'ailleurs, soit n'avait pas encore repéré Mispa. L'équipage continuait à tirer les câbles, leur coordination s'améliorait. Quand Swanson réduisait les gaz du moteur numéro 1, l'appareil voulait virer à droite. L'équipage compensait en tirant le câble de gouverne de direction gauche. Quand il augmentait la puissance du moteur numéro 4, il s'ajustait à nouveau. Ce n'était pas du pilotage, c'était une survie collective par la force brute. 10 hommes travaillant comme un seul organisme pour maintenir 65 000 livres d'aluminium et d'acier en l'air. À 9h50, Mispa franchit la frontière hongroise vers la Yougoslavie. Swanson ne le savait pas. Il n'avait pas de carte. Pas de point de repère qu'il pouvait identifier à travers le trou béant où se trouvait son cockpit. Mais le flak s'arrêta. Les nuages noirs d'explosion cessèrent. Cela signifiait qu'ils étaient sortis des zones défensives les plus lourdes. Cela signifiait qu'ils pouvaient avoir une chance, une petite chance.
Une chance qui dépendait entièrement de combien de temps la structure de queue tiendrait, combien de temps l'équipage pourrait continuer à tirer les câbles, combien de temps 3 moteurs pourraient générer suffisamment de poussée. Les jauges de carburant avaient disparu, mais Swanson pouvait entendre les moteurs. Il pouvait sentir leurs vibrations à travers la cellule. Ils fonctionnaient en douceur. Cela signifiait que le carburant coulait encore. Cela signifiait que les réservoirs d'aile n'étaient pas encore vides. Mais combien il en restait était impossible à savoir. Les B-17 transportent 2800 gallons d'essence, d'aviation répartis dans plusieurs réservoirs. À puissance de croisière, 4 moteurs brûlaient environ 200 gallons par heure. Mais ils n'étaient pas à puissance de croisière, ils étaient à puissance maximale continue sur 3 moteurs essayant de maintenir l'altitude et la vitesse. Cela signifiait que la consommation de carburant était plus élevée, beaucoup plus élevée. Swanson prit une décision. La décision était simple, faire sortir l'équipage. L'appareil était en train de mourir. La structure de queue cédait. L'approvisionnement en carburant était inconnu. Ils étaient toujours en territoire occupé. Chaque minute en l'air augmentait le risque de défaillance structurelle totale. Si Mispa se brisait en altitude, personne ne survivrait. Mais si l'équipage pouvait sauter en parachute pendant que l'appareil était encore contrôlable, la plupart d'entre eux auraient une chance. Ils seraient capturés. Ils passeraient des mois dans des camps de prisonniers de guerre, mais ils seraient vivants. Le problème était l'exécution. Sauter en parachute d'un B-17 nécessitait de la coordination. La procédure standard impliquait des points de sortie spécifiques. Le bombardier et le navigateur utilisaient la trappe d'évacuation avant dans le nez, mais cette trappe n'existait plus. L'opérateur radio et les autres utilisaient les fenêtres des mitrailleurs de taille ou la porte arrière. Le mitrailleur de tourelle ventrale devait faire pivoter sa tourelle à une position spécifique avant de sortir. Chaque membre d'équipage avait pratiqué cela des dizaines de fois à l'entraînement, mais l'entraînement supposait que l'appareil était intact. L'entraînement supposait que le pilote pouvait communiquer par l'interphone. L'entraînement supposait qu'il y avait le temps d'organiser une évacuation ordonnée. Swanson n'avait rien de tout cela. Il n'avait pas d'interphone. Il n'avait aucun moyen de donner l'ordre. Il n'avait aucun moyen de coordonner qui partait en premier et qui partait en dernier. Et il ne pouvait pas quitter sa position. Au moment où il se détacherait, au moment où il essaierait de se déplacer vers une sortie, l'appareil deviendrait incontrôlable. L'équipage dans la soute à bombe perdrait toute référence pour savoir quel câble tirer. Le B-17 entrerait en piqué ou en vrille en quelques secondes. Tous ceux encore à bord mourraient. À 9h52, Mispa était à 24 000 pieds. Il volait sans cockpit depuis 10 minutes. Les mains de Swanson étaient verrouillées sur les manettes des gaz. Ses pieds étaient sur les pédales de gouverne de direction, même si les pédales ne faisaient rien sans l'équipage tirant les câbles à 30 pieds derrière lui. Burnt resta assis immobile dans le siège du copilote, observant l'horizon, observant les ailes, guettant tout signe de défaillance catastrophique. Aucun des deux hommes ne parla, il n'y avait rien à dire. Le bruit du vent rendait toute conversation impossible de toute façon. L'équipage dans le Bombay prit la décision lui-même. Il pouvait sentir la structure de la queue fléchir. Il pouvait voir les fissures de contrainte se propager à travers la peau du fuselage. Il comprenait que rester à bord signifiait mourir lorsque l'avion se disloquerait. Un par un, ils commencèrent à se diriger vers les fenêtres des mitrailleurs de flanc. Le sergent d'état-major Robert Bell partit le premier. Il attacha son harnais de parachute, se positionna à l'ouverture de la fenêtre et sauta. Le courant d'air l'emporta instantanément. Le sergent d'état-major Charles Kelly suivit, puis le sergent d'état-major George Simeli, puis le sergent technique Frank Gomanzi. Chaque fois qu'un homme sautait, l'avion devenait plus difficile à contrôler. Moins de mains sur les câbles signifiait des commandes moins précises. Le B-7 commença à tanguer. Les ailes plongèrent à gauche, puis à droite. Le nez se cabra légèrement. Swanson ajusta les réglages des manettes des gaz pour compenser, mais les gaz seuls ne suffisaient pas. Il avait besoin du gouvernail. Il avait besoin des gouvernes de profondeur. Il avait besoin de l'équipage tirant sur les câbles, mais l'équipage abandonnait le navire. Il le devait. C'était le seul choix rationnel. Le sergent d'état-major Charles Tucker rampa vers l'avant depuis la position du mitrailleur de queue. Il se faufila à travers le passage étroit.
émergea dans la zone des mitrailleurs de flanc et vit les positions vides où ses camarades d'équipage se tenaient tout aux quelques instants auparavant. Il vit les câbles de commande, exposés maintenant relâchés sans main pour les tenir. Il vit l'ouverture massive où le nez se trouvait 40 pieds plus en avant. Il attacha son parachute et sauta. À 9h54 du matin, 5 hommes avaient évacué. 5 hommes descendaient sous des voilures de parachute au-dessus de la Yougoslavie. 5 hommes Serenity capturés par les forces allemandes dans les heures s'ensuivantes, mais 5 hommes CB survivraient à cette journée. Cela laissait 5 hommes encore à bord de MSPA, Swanson dans le siège du pilote, Burnt dans le siège du copilote et 3 autres qui n'avaient pas encore atteint les points de sortie. L'avion était à 22 000 pieds, toujours en descente, toujours à peine contrôlable, et la structure de la queue était sur le point de céder complètement. Les membres d'équipage restants se dirigèrent vers les sorties. Le sergent d'état-major Paul Hirsch, mitrailleur de flanc, passa par l'ouverture de la fenêtre. Son parachute se déploya proprement. Le sergent d'état-major Robert Tucker, un autre mitrailleur de flanc, suivit quelques secondes plus tard. Cela laissait 3 hommes à bord, Swanson, Burnt et un autre membre d'équipage encore en train de se frayer un chemin vers l'avant depuis une position arrière. L'avion devenait de plus en plus instable. Avec presque personne pour tirer sur les câbles de commande, MSP ne répondait qu'à la puissance des moteurs et à la stabilité aérodynamique inhérente. Cette stabilité était conçue pour des conditions de vol normales, pas pour un vol sans section de nez, pas pour un vol avec une structure de queue défaillante. À 9h56 du matin, le dernier membre d'équipage atteignit la zone des mitrailleurs de flanc, sauta et disparut dans le courant d'air. Swanson et Burnt étaient seuls, 2 hommes dans les restes d'une forteresse volante B7 à 20 000 pieds au-dessus de la Yougoslavie. Le bombardier était toujours en descente. 3 moteurs tournaient encore, mais l'avion n'était plus vraiment pilotable. Il restait à peine en l'air, grâce à une combinaison de stabilité résiduelle et au fait que les ailes généraient encore de la portance. Sans membre d'équipage tirant sur les câbles, toute commande significative était impossible. Swanson tourna légèrement la tête et croisa le regard de Burnt. Aucun mot ne fut échangé, le bruit du vent aurait noyé toute conversation, mais le message était clair. Burnt devait partir. Il n'y avait aucune raison pour le copilote de rester à bord. Il n'avait pas de commande. Il n'avait aucune fonction. S'il restait, il mourrait lorsque l'avion se disloquerait finalement ou s'écraserait. Le seul choix rationnel était de sauter en parachute pendant qu'il restait de l'altitude, pendant qu'il y avait encore le temps de déployer un parachute et de survivre à l'atterrissage. Burnt détacha son harnais. Il se leva du siège du copilote. Il se déplaça prudemment vers l'arrière du poste de pilotage où il pouvait accéder au fuselage principal et atteindre la sortie des mitrailleurs de flanc. Il regarda Swanson une dernière fois. Le pilote était toujours verrouillé en position, main sur les manettes des gaz, yeux vers l'avant, maintenant l'avion mourant aussi stable que possible. Burnt grimpa à travers le passage rampant derrière le cockpit et se dirigea vers l'arrière. 30 secondes plus tard, il sauta. Et Walt Swanson était seul. Un homme dans un bombardier de 65 000 livres à 19 000 pieds. L'avion tombait à environ 200 pieds par minute. Pas un piqué, juste une descente régulière. Les 3 moteurs restants produisaient assez de poussée pour maintenir la vitesse vers l'avant, mais pas assez pour maintenir l'altitude. Le nez manquant créait une traînée massive. Le profil aérodynamique était détruit. Le B7 était essentiellement une brique volante avec des ailes. La situation du carburant restait inconnue. Les réservoirs d'ailes pouvaient être presque pleins ou presque vides. Il n'y avait aucun moyen de le savoir. Le son du moteur ne donnait aucune indication. Les moteurs Wright Cyclone tournaient régulièrement jusqu'à ce que l'alimentation en carburant soit complètement épuisée, moment auquel ils s'arrêtaient, simplement. Pas d'avertissement, pas de bégaiement, juste le silence. Et si les 3 moteurs s'arrêtaient simultanément, MSPA tomberait du ciel. Swanson estima sa position. Il volait Andy vers le sud-ouest depuis environ 14 minutes depuis leur départ de Budapest. La vitesse aérienne était probablement d'environ 180 miles par heure, peut-être moins. Cela signifiait qu'ils avaient parcouru environ 40 miles, peut-être 45. La frontière entre la Hongrie et la Yougoslavie était à environ 30 miles de Budapest. Cela signifiait qu'ils étaient
probablement au-dessus de la Yougoslavie maintenant, peut-être en approche des montagnes, peut-être en approche de la côte adriatique, mais tout cela n'était que conjecture, sans instruments, sans carte, sans navigateur, il volait à l'aveugle. La question était de savoir combien de temps rester à bord. Chaque minute aux commandes signifiait que l'équipage en dessous avait plus de temps pour s'éloigner du site de l'accident. Les patrouilleuses allemandes chercheraient un bombardier abattu, mais si Swanson pouvait maintenir Miss Pau en vol pendant quelques minutes de plus, les membres d'équipage sous parachute atterriraient à des miles de l'endroit où l'avion finirait par toucher le sol. Cette séparation pouvait faire la différence entre capture et évasion, entre emprisonnement et liberté. Mais rester à bord signifiait également un risque accru de mourir dans l'accident. La structure de la queue fléchissait toujours. Le bombardier pouvait se disloquer à tout moment. Et lorsque Swanson déciderait finalement de sauter, il devrait détacher sa ceinture, se lever, se déplacer à travers l'avion jusqu'à un point de sortie et sauter. Tout cela pendant que le B-7 était incontrôlé. Tout cela pendant qu'il entrait potentiellement dans une spirale de la mort. À 9h58 du matin, Swanson prit sa décision finale. Il resterait avec l'avion pendant 2 minutes de plus. Cela donnerait à l'équipage plus de distance de séparation. Cela leur donnerait une meilleure chance. Ensuite, il partirait. Swanson garda ses mains sur les manettes des gaz. Les 3 moteurs Wright Cyclone continuaient à leur rugissement régulier. Moteur numéro 1 sur l'aile gauche extrême. Moteur numéro 3 intérieur sur l'aile droite. Moteur numéro 4 sur l'aile droite extrême, tous tournant régulièrement, tous consommant du carburant à un rythme inconnu. Le bombardier descendit à travers 18 000 pieds. À 10 heures exactement, Swanson relâcha les manettes des gaz. Il détacha son harnais. Au moment où les sangles se détachèrent, il sentit la pression du vent essayer de le tirer vers l'avant, vers l'ouverture massive où le nez se trouvait auparavant. Il se repoussa contre son siège, puis se leva prudemment. L'avion commença immédiatement à piquer. Sans personne pour contrôler les manettes des gaz, sans personne pour faire des corrections, MSPA commença un roulis gauche doux. Swanson se déplaça rapidement vers l'arrière du poste de pilotage. Il se faufila à travers le passage rampant étroit qui menait à la zone de la soute à bombe. Derrière lui, le nez du bombardier plongea. Les câbles de commande pendaient librement dans la soute à bombe. Personne ne les tirait maintenant. Personne ne maintenait l'avion stable. Swanson pouvait sentir le B-17 accélérer dans un piqué. Il avait peut-être 30 secondes avant que l'angle ne devienne trop raide, avant que les forces G ne rendent le mouvement impossible, avant que l'avion n'entre en vrille. Il atteignit la zone des mitrailleurs de flanc. Le plancher en aluminium vibrait sous ses bottes. Le bruit du vent était écrasant. Il saisit son sac de parachute du râtelier de rangement, l'attacha à son harnais et se dirigea vers l'ouverture de la fenêtre. Le bombardier piquait maintenant, pas verticalement, mais assez fortement pour que Swanson doive se caler contre le fuselage pour rester debout. Il se positionna à la fenêtre du mitrailleur de flanc, regarda la campagne yougoslave 17 000 pieds plus bas et sauta. Le courant d'air le frappa comme un mur physique. Le vent le fit tourner sur le côté. Le B-7 passa en trombe, moteur toujours rugissant, déjà à 200 pieds de distance et accélérant vers le bas. Swanson tira sur la poignée d'ouverture. Le parachute se déploya avec une secousse violente qui lui coupa le souffle. Puis le silence, un silence relatif. Le rugissement des moteurs s'estompa alors que MSPA continuait son piqué. Swanson regarda le bombardier tomber. La section de queue était toujours attachée, mais à peine. Tout l'arrière du fuselage fléchissait comme un roseau dans le vent. À 15 000 pieds, la queue se sépara. La section avant du B-17 piquait du nez presque verticalement. Il tomba pendant encore 8 secondes, puis disparut dans une ligne d'arbres à 2 miles de distance. Une colonne de fumée noire s'éleva quelques instants plus tard. Les réservoirs de carburant s'étaient enflammés à l'impact. Rien ne survécut à cet accident. Personne n'aurait pu y survivre. Si Swanson était resté à bord pendant encore 30 secondes, il serait mort. La descente en parachute fut lente. Swanson dériva vers le sud-ouest avec le vent dominant. En dessous de lui, le paysage yougoslave montrait des fermes dispersées, des forêts et de petits villages. Quelque part là-bas se trouvaient les forces d'occupation allemandes. Quelque part là-bas se trouvaient les membres de son équipage qui avaient sauté quelques minutes avant lui.
Quelque part là-bas se trouvait la réalité que sa guerre était terminée. Il était sur le point de devenir prisonnier. Le sol arriva plus vite que prévu. Swanson pouvait voir des arbres. Il essaya de diriger le parachute vers un champ ouvert, mais la voilure n'était pas conçue pour des manœuvres de précision. Les arbres étaient directement en dessous de lui, maintenant. Il heurta les branches supérieures à environ 15 miles par heure. Les branches se brisèrent. La voilure du parachute se prit dans les branches. Swanson s'écrasa à travers le feuillage et percuta une branche épaisse avec son côté gauche. Il sentit sa jambe gauche se briser. L'os se brisa net quelque part entre le genou et la cheville. La douleur explosa à travers son système nerveux. Il tomba encore de 10 pieds et s'arrêta, emmêlé dans les lignes du parachute et les branches cassées à 15 pieds au-dessus du sol. Le sang coulait le long de sa jambe. Sa combinaison de vol était déchirée. De profondes lacérations couvraient sa cuisse gauche, où les branches avaient à la couper à travers le tissu et la peau. Sa jambe gauche était pliée selon un angle anormal. Il ne pouvait pas la bouger, ne pouvait pas mettre de poids dessus, ne pouvait pas descendre de l'arbre. Il resta suspendu là, suspendu dans le harnais du parachute, essayant de contrôler la douleur, essayant de rester conscient. En dessous de lui, il entendit des voix allemandes. Des soldats allemands arrivèrent à la base de l'arbre en quelques minutes. C'étaient des fantassins de la Wehrmacht, faisant partie d'une unité d'occupation stationnée dans la région. Ils avaient même vu les parachutes descendre. Ils avaient entendu l'accident du B-7. Maintenant, ils collectaient l'équipage aérien américain. Swanson resta immobile dans son harnais, à 15 pieds au-dessus du sol, incapable de bouger, incapable de s'échapper. L'un des soldats l'appela. Swanson ne répondit pas. Les soldats commencèrent à discuter de la façon de le faire descendre. Ils trouvèrent une échelle dans une ferme voisine. 2 hommes grimpèrent et coupèrent les lignes du parachute. Ils descendirent Dick Swanson prudemment, essayant de ne pas aggraver la blessure à la jambe. Lorsqu'ils atteignirent le sol, ils l'allongèrent des limbes sur le dos dans la terre. Un médecin allemand arriva. Il examina la jambe cassée, les lacérations, la perte de sang. Il appliqua une attelle temporaire en utilisant des planches de bois et des bandes de tissu. Il injecta de la morphine d'une trousse médicale. La douleur commença à s'estomper. Swanson sentit la drogue faire effet, transformant l'agonie aiguë dans sa jambe en un élancement distant. Le médecin enveloppa les coupures profondes avec des bandages. Il vérifia les autres blessures. Les côtes semblaient intactes. Pas de traumatisme crânien, pas d'hémorragie interne qu'il pouvait détecter. La préoccupation principale était la jambe. Sans traitement approprié, l'infection s'installerait. Sans chirurgie, l'os pourrait ne pas guérir correctement. Mais pour l'instant, le médecin avait fait ce qu'il pouvait avec des fournitures limitées dans une clairière forestière. Les Allemands transportèrent Swanson à un poste de commandement local. De là, il fut transféré dans une installation médicale de la Wehrmacht. Un médecin allemand examina la jambe, confirma la fracture et remit l'os correctement. La procédure fut douloureuse malgré la morphine. Swanson perdit connaissance 2 fois pendant le processus. Lorsqu'il reprit conscience, sa jambe était dans un plâtre de la cheville à la hanche. Le médecin expliqua par l'intermédiaire d'un interprète que la fracture était nette. L'os guérirait, mais Swanson ne marcherait pas normalement pendant des mois. Au cours des 3 jours suivants, le reste de l'équipage de MS Pow fut capturé. Les 8 hommes qui avaient sauté furent trouvés dans un rayon de 20 miles du site de l'accident. Aucun n'avait échappé à la capture. La campagne yougoslave était fortement patrouillée. Des groupes de résistance partisans opéraient dans les montagnes, mais l'équipage avait atterri dans des terres agricoles contrôlées par les forces allemandes. Un par un, ils furent amenés au même centre de traitement. Swanson les vit arriver. Burnt, Gmancy, Simonelli, Bell, Kelly, Tucker, Ish. Tous vivants, tous indemnes, sauf pour des coupures et des ecchymoses mineures. Tous maintenant prisonniers de guerre. Ils furent transportés dans un camp de prisonniers de guerre en Autriche. Stalag Luft 4, une installation spécifiquement désignée pour les équipages aériens alliés capturés. Le camp abritait environ 10 000 pilotes, navigateurs, bombardiers, mitrailleurs et mécaniciens de vol américains et britanniques. Les conditions étaient dures, mais pas brutales. La nourriture était limitée. Les colis de la Croix-Rouge arrivaient irrégulièrement. Les baraquements étaient froids en hiver. Les soins médicaux étaient minimaux.
Mais les Allemands suivaient généralement les protocoles de la Convention de Genève pour les prisonniers officiers. Il n'y avait pas d'exécution de masse, pas de torture systématique, juste le confinement, l'ennui et l'attente. La jambe de Swanson guérit lentement. Il passa les 2 premiers mois avec des béquilles. Le plâtre fut retiré en septembre 1944. La physiothérapie était basique. Il marchait autour du périmètre du camp chaque jour, reconstruisant la force dans la jambe endommagée. En octobre, il pouvait marcher sans assistance. En novembre, la boiterie était à peine perceptible. En décembre, il était physiquement rétabli, mais la guerre continuait. Le camp restait verrouillé. Les gardes patrouillaient le fil de fer. Les tentatives d'évasion étaient rares et généralement infructueuses. L'équipage de Mispa s'installa dans la routine de la captivité. Ils parlaient de la mission, du obus de 88 mm, des 10 minutes où ils volèrent sans cockpit, de tirer sur les câbles de commande à la main, de regarder leurs bombardiers tomber dans la forêt yougoslave, de Dudley et Henderson qui moururent instantanément lorsque le nez explosa, de combien ils étaient tous passés près de mourir ce jour-là. Et ils attendaient. Ils ont attendu la fin de la guerre, attendu la libération, attendu de rentrer chez eux. L'hiver s'est transformé en printemps. Les Allemands ont commencé à évacuer les camps alors que les forces soviétiques avançaient depuis l'Est. Les prisonniers ont été contraints de marcher vers l'Ouest en longues colonnes. Les conditions se sont détériorées, la nourriture est devenue rare. Certains hommes sont morts pendant ces marches forcées. D'autres se sont échappés dans le chaos. Swanson et son équipage sont restés ensemble. Ils ont marché à travers l'Allemagne, tandis que le Troisième Reich s'effondrait autour d'eux. Et le 30 avril 1945, les forces américaines ont atteint leur colonne. Ils étaient libres. 9 mois de captivité se sont terminés sur un chemin de terre dans le centre de l'Allemagne. Des chars américains sont passés. Les soldats ont distribué de la nourriture, de l'eau et des cigarettes. Le personnel médical a vérifié les blessures et les maladies. Les anciens prisonniers ont été transportés vers des points de rassemblement, puis vers des aérodromes, puis de retour en Italie et finalement aux États-Unis. L'équipage de Mispa est rentré chez lui. Les 8 survivants, les 8 hommes qui avaient tiré les câbles de commande à la main à 30 000 pieds au-dessus de Budapest. Les 8 hommes qui avaient sauté d'un bombardier mourant et avaient survécu. Walt Swanson est retourné à la vie civile dans le Michigan. Il s'est marié, a fondé une famille, a travaillé tranquillement pendant des décennies. Il parlait rarement du 14 juillet 1944. Quand on lui posait la question, il disait seulement qu'il avait eu de la chance, que l'équipage avait eu de la chance, que Dudley et Henderson n'avaient pas eu de chance. Il ne se considérait pas comme un héros, il se considérait comme un pilote qui avait fait son travail dans des circonstances impossibles. L'armée de l'air n'était pas d'accord. Swanson a été promu au cours des années suivantes, prenant finalement sa retraite en tant que lieutenant-colonel. La reconnaissance n'était pas pour une seule mission, mais pour une carrière de service. Mais cette mission unique est restée le moment déterminant, les 10 minutes sans cockpit, les 10 minutes qui auraient dû tuer tout le monde à bord. L'équipage est resté en contact. Ils ont assisté aux réunions du 483e groupe de bombardement. Ils se sont réunis tous les quelques années pour se souvenir de la guerre, des missions, des hommes qui ne sont pas revenus. Le lien entre eux était incassable. Ils avaient survécu à quelque chose qui n'aurait pas dû être survivable. Ils avaient piloté un bombardier sans nez, sans instrument, sans cockpit, avec des câbles de commande nus, exposés à un vent de 300 miles par heure. Ils l'avaient fait grâce à la coordination, grâce à la détermination, grâce au simple refus d'abandonner. Et ils avaient honoré Dudley et Henderson en survivant, en s'assurant que leur sacrifice signifiait quelque chose. Paul Burnett, le copilote, est resté dans le Michigan, près de Swanson. Ils sont restés amis jusqu'à la fin. Frank Remencier s'est retourné auprès de sa famille et a rarement parlé de la guerre. George Simonelli a conservé des photographies de la mission. Il les a montrées à ses petits-enfants des décennies plus tard, expliquant ce que cela signifiait de tirer sur des câbles d'acier pendant qu'un bombardier se désintégrait autour de vous. Les autres se sont dispersés à travers le pays, mais ils se souvenaient tous. Ewald Swanson est décédé en 2009 à l'âge de 89 ans. Il avait vécu une vie bien remplie, il avait vu le monde changer.
Il avait vu les avions évoluer des bombardiers à hélice aux jets, puis aux vaisseaux spatiaux. Mais l'avion dont il se souvenait le plus clairement était le MSPA, le B-7G, qui avait perdu son nez au-dessus de Budapest. Le bombardier qui avait volé sur du temps emprunté et la détermination de l'équipage. L'avion qui avait prouvé que la volonté humaine pouvait surmonter les limites de l'ingénierie. Si cette histoire vous a ému comme elle nous a émus, faites-moi une faveur, appuyez sur le bouton j'aime. Chaque j'aime indique à YouTube de montrer cette histoire à plus de personnes. Abonnez-vous et activez les notifications. Nous sauvons des histoires oubliées, des archives poussiéreuses chaque jour, des histoires sur des équipages de bombardiers qui refusent d'hommes d'abandonner quand la physique dit qu'ils le devraient. De presque personne, un véritable héroïsme. Laissez un commentaire maintenant et dites-nous d'où vous regardez. Regardez-vous depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie? Notre communauté s'étend à travers le monde entier. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie de ceux qui maintiennent ces mémoires vivantes. Dites-nous votre emplacement. Dites-nous si quelqu'un de votre famille a servi. Faites-nous simplement savoir que vous êtes là. Merci d'avoir regardé et merci de vous assurer qu'Evald Swanson et l'équipage du MSPA ne disparaissent pas dans le silence. Le sous-lieutenant Kenneth Dudley est mort instantanément lorsque cet obus de 88 mm a frappé. Le sous-lieutenant Joe Henderson est mort à ses côtés. Ils avaient 23 et 24 ans. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. Mais les 8 hommes qui ont survécu ont porté leur mémoire pendant 9 mois dans un camp de prisonniers de guerre, pendant des décennies par la suite dans le Michigan et à travers l'Amérique. Et maintenant, grâce à cette histoire, leur nom continue de vivre. Ces hommes méritent d'être rappelés et vous aider à faire en sorte que cela